Aujourd'hui, il est tard et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. J'ai envie de parler d'un roman, mais je ne l'ai pas. Et j'ai envie de parler d'un conte, en tout cas. J'ai envie de parler d'un cœur simple de Flaubert. Un cœur simple, c'est vraiment un. Alors, je vais reparler de S en compte. Mais c'est un texte que j'ai lu assez jeune parce que la prof de français que j'avais en troisième nous l'a fait lire. Voilà. Alors, pas dans cette édition, une édition à part. Je dois l'avoir quelque part par là-bas. Et c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup marqué, que j'ai relu pas mal de fois, assez régulièrement. Et que mon ami Mathieu, alias Zef le Fantastique, enfin Zef, a lu intégralement il y a 2 semaines, je crois. Sur sa chaîne Twitch, je vais vous mettre le lien, où bah, des fois il joue à des jeux vidéo. Et là, depuis quelques temps, bah, des fois il lit des textes et pas mal de nouvelles. Alors je ne peux pas y assister, c'est souvent le dimanche soir, hein, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire. De toute façon, tout le monde m'a copié pour le dimanche. Et moi, j'en ai copié d'autres. Mais de toute façon, le dimanche, c'est un bon rendez-vous. Mais, alors ça me fait plein de choses, parce qu'avant, il y a le Penser Ensemble de Gracia en live, ensuite le live Twitch donc littéraire de Zef, enfin ça... Ils sont chargés les dimanches. Hein. Heureusement que moi, je fais pas du live. Hein. Et en fait, cette fois, je sais pas, j'avais pas tellement envie de prendre une kipite. En entendant comme ça tout en cœur simple lu à voix haute, et à très belle voix haute, il y a vraiment eu ce retour du récit et des moments où je riais, enfin, en souvenir. C'est pas un conte très drôle, mais il y a quand même des moments qui sont littéralement au niveau des registres et comiques et tragiques. Enfin, je me suis rendu compte que ce conte m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et je ne sais pas dire pourquoi, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai envie de lire un passage qui me semble-t-il est particulièrement touchant, mais triste. Et je sais même plus comment c'est exactement, qui est dans la troisième partie. Ce qui déjà n'est pas un truc de conte, ça. D'un cœur simple. Et en fait, c'est le neveu, Victor. Alors, on se souvient que Félicité est chez Madame Aubin, dont les enfants s'appellent Paul et Virginie, et qu'elle adore vraiment euh, Virginie, qui vient de partir en pension, et le départ de Virginie l'amène à se rapprocher enfin à demander à ce que son neveu Victor lui rende visite régulièrement. Je vais lire ce passage. Pour se dissiper, elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor. Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert. Ils déjeunaient l'un en face de l'autre, et, mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir. Au premier coup des vêpres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate et se rendait à l'église, accompagnée sur son bras dans un orgueil maternel. Ses parents le chargeaient toujours d'en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l'eau-de-vie, parfois même de l'argent. Il apportait ses nids par accommodé, et elle acceptait cette besogne, heureuse d'une occasion qui le forçait à revenir. Au mois d'août, son père l'emmena au cabotage. C'était l'époque des vacances. L'arrivée des enfants la consola. Mais Paul devenait capricieux et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière entre elles. Victor alla successivement à Morlaix, à Dunkerque et à Brighton. Au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. Il lui offrait un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquille. La seconde, une tasse à café.
La troisième, un grand bonhomme en pain d'épices. Il embellissait, avait la taille bien prise, un peu de moustache, de bons yeux francs, et un petit chapeau de cuir placé en arrière, comme un pilote. Il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées de termes marins. Un lundi, 14 juillet 1819, elle n'oublia pas la date, Victor annonça qu'il était engagé au long cours. Et, dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait, peut-être, 2 ans parti. La perspective d'une telle absence désola Félicité. Et pour lui dire encore adieu le mercredi soir après le dîner de madame, elle chaussa des galoches et avala les 4 lieues qui séparent Pont-l'Évêque de Honfleur. Quand elle fut devant le calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers, revint sur ses pas. Des gens qu'elle accosta l'engagèrent à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres, puis le terrain s'abaissa, des lumières s'entrecroisèrent, et elle se crut folle en apercevant des chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d'autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grains. On entendait chanter des poules. Le capitaine jurait et un mousse restait accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l'avait pas reconnu, criait « Victor !» Il leva la tête. Elle s'élançait quand on retira l'échelle tout à coup. Le paquebot, que des femmes halaient en chantant, sortit du port. Sa membrure craquait. Les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné, on ne vit plus personne. Et, sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui pâlissait toujours, s'enfonça, disparut. Félicité, en passant près du calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait le plus. Et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, des douaniers se promenaient, et de l'eau tombait sans discontinuer par les trous de l'écluse, avec un bruit de torrent. 2 heures sonnèrent. Le parloir n'ouvrirait pas avant le jour. Un retard, bien sûr, contrarierait madame. Et malgré son désir d'embrasser l'autre enfant, elle s'en retourna. Les filles de l'auberge s'éveillaient comme à l'entrée dans Pont-l'Évêque. Le pauvre gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les flots. Ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé. De l'Angleterre et de la Bretagne, on revenait. Mais l'Amérique, les colonies, les îles, cela était perdu dans une région incertaine, à l'autre bout du monde. Dès lors, Félicité pensait exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif. Quand il faisait de l'orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête, au sommet d'un mât fracassé, tout le corps en arrière, sous une nappe d'écume. Ou bien, souvenir de la géographie en estampe, il était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d'une plage déserte. Et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes. Madame Aubin en avait d'autres sur sa fille. Les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l'énervait, il fallut abandonner le piano. Sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée. Un matin que le facteur n'était pas venu, elle s'impatienta. Et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre. C'était vraiment extraordinaire, depuis 4 jours, pas de nouvelles. Pour qu'elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit « Moi, madame, voilà 6 mois que je n'en ai reçu. » « De qui donc ?» La servante répliqua doucement « Mais de mon neveu. »« Ah, votre neveu !» Et, haussant les épaules, madame Aubin reprit sa promenade. Ce qui voulait dire
Je n'y pensais plus. Au surplus, je m'en moque. Un mou sangueux, belle affaire. Tandis que ma fille, songez donc. Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre madame, puis oublia. Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite. Les deux enfants avaient une importance égale. Un lien de son cœur les unissait et leur destinée devait être la même. Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane. Il avait lu ce renseignement dans une gazette. À cause des cigares, elle imaginait la Havane un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on, en cas de besoin, s'en retourner par terre? À quelle distance était-ce de Pont-l'Évêque? Pour le savoir, elle interrogea M. Bourret. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes. Il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d'une tache ovale un point noir, imperceptible, en ajoutant « Voici ». Elle se pencha sur la carte. Ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans lui rien apprendre. Et Bourret l'invitant à dire ce qui l'embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourret leva les bras et l'éternua, rit énormément. Une candeur pareille excitait sa joie, et Félicité n'en comprenait pas le motif, elle qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée. Ce fut 15 jours après que Liébard, à l'heure du marché comme d'habitude, entra dans la cuisine et lui remit une lettre qu'envoyait son beau-frère. Ne sachant lire aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse. Madame Aubin, qui comptait les mailles d'un tricot, le posa près d'elle, décacheta la lettre, tressaillit et, d'une voix basse, avec un regard profond, « C'est un malheur qu'on vous annonce. Votre neveu, il était mort. » On n'en disait pas davantage. Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma ses paupières, qui devinrent roses tout à coup. Puis, le front baissé, les mains pendantes, le fixe, elle répétait par intervalles. « Pauvre petit gars. Pauvre petit gars. » Liébard la considérait en exhalant des soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Liébard jugea convenable de se retirer. Alors elle dit « Ça ne leur fait rien, à eux. » Sa tête retomba, et machinalement elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passèrent dans la cour avec un barde où dégoûter du linge. En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive. L'ayant coulée la veille, il fallait aujourd'hui la rincer, et elle sortit de l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque. Elle jeta sur la berge un tas de chemises et retroussa ses manches, prit son battoir, et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière. Au fond, de grandes herbes s'y penchaient comme des chevelures de cadavres flottant sur l'eau, dans l'eau. Elle retenait sa douleur, jusqu'au soir fut très brave. Mais, dans sa chambre, elle s'y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l'oreiller et les deux poings contre les tempes. Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa fin. On l'avait trop saigné à l'hôpital pour la fièvre jaune. 4 médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement et le chef avait dit « Bon, encore un ». Ses parents l'avaient toujours traité avec barbarie. Elle aima mieux ne pas les revoir, et ils ne firent aucune avance, par oubli ou endurcissement de misérable.
Il est dur ce passage. Alors, je pense qu'il faut repartir du titre, Un cœur simple, qui, bon, par métonymie, désigne Félicité elle-même, donc la bonne de Madame Aubin. Cette bonne, ça c'est Niki Pitt, hein, que tout le monde envie à Madame Aubin. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Et il y a quelque chose qui est très touchant, mais non sans condescendance de la part de Flaubert dans Un cœur simple, qui va du côté d'une forme d'animalisation de Félicité, et en même temps, donc du personnage, hein, et en même temps, c'est un conte qui donne une humanité incroyable à ce personnage. Et la mort de Victor est clairement un des passages clés pour comprendre cette affection de Félicité et bon, mais quelque chose d'une psychologie rude. Comment fait-il cela? Il n'y a pas d'ironie dans Un cœur simple. Hein. Alors, il peut y avoir des petites mentions du narrateur comme ça qui se décale, enfin, avec un léger décalage. Mais ce qu'on a finalement là, c'est même complètement le personnage lui-même. Par exemple, donc, elle va voir donc son... Ah oui, donc il y a une note qui explique que pour Flaubert, ça correspond à des trucs biographiques, bon, je m'en fiche. Ça va être, en fait, bon, il arrivait le dimanche après la messe, etc. On va nous décrire une scène, mais cette scène, elle est itérative. Elle va se répéter. Mais en la mettant en récit une seule fois, ce qu'on a, c'est l'impression d'être là. Et cette impression de répétition avec, bien sûr, cassonade, savon, eau de vie, parfois même argent, les nippes. Bien sûr que là, on va voir la répétition par ce moment qui, là, est proche finalement d'un genre de sommaire, enfin, qui rappelle qu'il s'agit d'une habitude qui est prise, mais dans cette habitude, les imparfaits, on ne sait plus si ce sont des imparfaits de description ou d'itération, parce qu'on y est. Et peut-être même que finalement, pour Félicité, pour la bonne de Madame Aubin, il y a quelque chose de l'ordre d'une vie dans l'instant présent, permanente. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Félicité est un poisson rouge. D'ailleurs, les poissons rouges ont plus de mémoire que 30 secondes. Hein. C'est un stéréotype. Mais ça permet, en fait, d'entrer dans une forme de focalisation interne. Là, concrètement, c'est de la narration omnisciente. C'est pas de la focalisation interne. Mais ça donne un sentiment de proximité avec Félicité. Alors, bien sûr, on va avoir des moments, on va par exemple que le père de Victor l'emmène au cabotage, ensuite la gêne, la barrière entre elles. Ça, c'est une analyse du narrateur. Ça n'est pas le discours de Félicité, mais en revanche, ça nous dit quelque chose de Félicité, que le tutoiement disparu avec Virginie ne permet plus. Et voilà, après, donc un sommaire, donc c'est-à-dire en fait... le sommaire, c'est un moment où on va raconter plus vite que cela se déroule. Hein. Donc elle a successivement à Morlaix, à Dunkerque, à Brighton, etc. Avec la petite succession des cadeaux. Mais on a d'abord les lieux, ensuite les cadeaux. Et ça montre, on sait, mais le lien avec Félicité. Donc toujours cette question qui va être sentimentale, de placer le sentiment au centre, mais sans supplanter le personnage, sans se mettre à sa place. Par exemple, il embellissait, avait la taille bien prise, un peu de moustache de bons yeux francs et un petit chapeau de cuir placé en arrière comme un pilote. Désolée. Il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées de termes marins. On a quelque chose qui peut être complètement de la narration omnisciente, une description de la part du narrateur. Mais il embellissait, ça nous dit quand même quelque chose aussi du regard de Félicité.
Et à la fin, on a il l'amusait en nous racontant des histoires mêlées de termes marins. Ça nous dit quelque chose là de comment Félicité voit et aime son neveu, et peut-être même de comment son neveu aime sa tante, même si là, les choses sont plus sobres. Et déjà est annoncé finalement quelque chose comme le départ de Victor, avec ce petit chapeau de cuir placé en arrière comme un pilote, et ensuite, donc, on a le départ. Et ce qui est finalement terrifiant, d'une certaine façon, et absolument... ça, c'est vraiment du pathétique, c'est que c'est le départ du bateau qui prend le plus de place, et plus que la mort du neveu, puisque la mort elle-même est devenue inatteignable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement poignant. C'est comme ça qu'on a voilà, la date de l'annonce du départ. Et non pas de l'annonce, non pas du départ lui-même, etc. C'est déjà cette annonce qui est frappante. Elle n'oublia pas la date, entre parenthèses. Et ça, c'est une prolepse, très concrètement. C'est-à-dire que c'est un saut dans le futur par rapport au moment de la diégèse, hein, au moment dans lequel l'histoire se situe, mais qui, en fait, va placer des touches comme ça pour montrer cette douleur qui se prépare, et qui se prépare par le départ et par l'annonce que ce départ est sans retour. Et ça, on ne le sait pas encore, mais déjà, en fait, l'absence de 2 ans, avec peut-être qui est à la fois oral, mais qui, quand on le relit, devient tragique, annonce la fin tragique. Et voilà, ce moment où elle se perd, cet égarement au niveau du port, et elle se crut folle en apercevant des chevaux dans le ciel. Oh, ça c'est fantastique, parce qu'après, qu'est-ce qu'on a d'autres initiés, etc. C'était juste avant, là je perds ma ligne, ou juste après. Et là, on a plein de choses qui vont se heurter au niveau du rythme. Des lumières s'entrecroisèrent. Le terrain s'abaissa, des lumières s'entrecroisèrent. Mais ça, c'est vraiment de la perception interne, de la focalisation interne, mais sans les verbes de perception. Et c'est ça qui nous donne aussi cette proximité absolue avec le personnage. Alors après, on a « elle se crut folle », mais on a la perception directement sans qu'elle soit médiée par des verbes. On n'a pas et elle vit des lumières qui s'entrecroisèrent ou qui s'entrecroisaient. Et là, en plus, le passé simple va amener une vivacité qui montre l'égarement, et bon, elle est perdue, et en plus, elle se dépêche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, bien sûr que les chevaux dans le ciel sont expliqués immédiatement ensuite avec donc, le palan, hein, qui mène les chevaux sur le bateau. Mais on entendait chanter des poules, le capitaine juré, etc. et un mousse. Et ça, en fait, ça nous ramène à une scène qui est complètement utopique, et celle donc, de l'échange de regards. Mais ce regard, il est occulté. Comment ça va se passer ? Le on ne sait plus qui c'est. Donc ça nous amène à avoir un degré de plus d'universalité, et un mousse qui ne l'avait pas reconnu, criait Victor. Et donc c'est une rencontre qui ne se fait pas, mais qui ne se fait même pas en termes d'admission, c'est-à-dire de reconnaissance. Non seulement elle ne peut pas embrasser une dernière fois son neveu, et ça va me faire pleurer, hein, mais en plus, elle ne le reconnaît pas, et le moment de la reconnaissance, qui doit amener aux retrouvailles, est impossible. Elle s'est lancée quand on retira l'échelle tout à coup. Et là, le on ne sait plus qui c'est. Avant, on avait des poules, mais le on devient lointain. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de rajouter des acteurs dans cette scène, mais en effaçant les acteurs par le pronom impersonnel on, l'effet produit, ça va être celui donc d'un tragique, d'une fatalité, mais aussi ça va en fait renforcer la solitude de Félicité. Et l'histoire d'un cœur simple, c'est une histoire d'une solitude, c'est aussi une histoire de sollicitude,
mais c'est une histoire de solitude de plus en plus importante. Elle est de plus en plus enfermée dans elle-même, jusqu'à la fin absolument splendide. J'ai failli parler de la fin, puis je me suis dit que j'allais spoiler, que c'était dommage. Et en même temps, cette fin, elle est vraiment, vraiment extraordinaire. Et voilà ce qui reste, enfin, Félicité en passant près du calvaire, donc celui où elle s'est perdue, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait le plus, et là où elle s'est perdue, elle espère ne pas avoir une autre perte. Et là, on a quelque chose d'un peu ironique, mais ironique pas dans un sens comique, mais dans un sens cruel, puisque c'est là qu'elle va prier longtemps, en larmes, dans une prière immédiate, dans la rue, hein, un calvaire c'est sur la route, jusqu'à ce qu'elle sorte en fait de ses prières et de ce malheur, 2 heures sonnèrent. Bon, ça c'est... Et on retourne au temps. Et on n'avait pas eu tellement d'indications temporelles. Alors on avait le 14 juillet. Et juste avant, on avait le mercredi soir après le dîner. Les 4 lieux. Donc ça peut donner quelques idées. Et d'ailleurs, je suis étonnée que le bateau parte la nuit, mais je ne sais pas comment ça se passait. Et donc, ces retrouvailles impossibles avec Victor amènent à des retrouvailles, à un renoncement d'autres retrouvailles avec Virginie, l'autre enfant. Et donc c'est un double renoncement que subit la Félicité, avec ensuite du discours indirect libre, hein, et qui là permet une focalisation interne. Le pauvre gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les flots, ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé, etc. On revenait, mais l'Amérique, les colonies, les îles, cela était perdu dans une région incertaine, à l'autre bout du monde. Cela était perdu. Et plus loin, ce qu'on va avoir, c'est la synchronicité naïve de Félicité qui n'imagine pas, ou alors imagine les détails de la vie de son neveu à partir de ce qu'elle vit. Et donc en fait son imagination ne se fait que par la proximité. C'est pour cela que les questionnements sur la distance vont avoir un certain effet comique. Donc souvenir de la géographie en estampe, là entre les tirés semi-quadratins, ce qu'on a c'est vraiment un commentaire du narrateur omniscient qui montre en fait l'imagination stéréotypée de Félicité. Mais c'est une indication ici qui ne sert pas à prendre de la distance avec le personnage, puisqu'au contraire, c'est finalement une immersion dans le personnage. Donc qui était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d'une plage déserte, et jamais ça ne pas de ses inquiétudes. Et donc cette proximité avec le personnage, elle est impossible en raison, j'allais dire, du mutisme du personnage, mais de toute façon, elle n'est pas écoutée. Alors, est-ce que c'est une silenciation ? Je pense pas qu'on puisse le dire, ça serait exagéré. Mais il y a quand même c'est quelque chose qui devient un secret, qui devient indicible, parce que sans oreille, et c'est pour cela qu'on a ensuite cette scène sur les nouvelles que Madame Aubin n'a pas de sa fille depuis 4 jours, et à laquelle Madame Aubin répond avec dédain. Et cela, en fait, dans la juxtaposition, alors, tout en cœur simple et fichu comme ça. Hein. Donc, félicité, bien que nourri, donc nourri en ancien français, ça veut dire élevé, mais ça permet d'avoir ici quelque chose qui est un peu archaïque, et qui en même temps, donc ça fonctionne bien pour parler d'une bonne, hein. Et en même temps, nourri, c'est comme si, enfin au niveau des connotations, comme si elle n'avait pas réellement été élevée, mais comme si on avait juste subvenu à ses besoins matériels, et pas au reste. Puis oublia.
Et voilà, lien entre les enfants, mais lien uniquement pour elle. Un lien de son cœur les unissait et leur destinée devait être la même avec. Donc ici l'anacolute, donc la rupture entre leur destinée au pluriel et la même au singulier. Il y a même une note où il est signalé que la personne qui a édité ce texte est revenue sur le texte de départ. Je pense pas que ce soit Michel Tournier qui a fait la préface. Samuel de Sassy. Tiens, c'est rigolo. Et, mais qui unit déjà grammaticalement, et par la faute grammaticale, les deux enfants, donc les deux objets d'amour en un seul. Et la faute grammaticale, elle peut bien naître du fait de félicité. Et donc après, ce qu'on va avoir, c'est la poursuite des stéréotypes, donc la Havane où on fume du cigare, et la scène de l'Atlas, que je trouve merveilleuse, splendide. Avec une moquerie qui porte bien plus finalement sur le personnage de Bourré, qui n'est pas servi évidemment par son onomastique, par la dimension sonore de son nom. L'onomastique, c'est la science des noms. Bourré. Alors là, c'est écrit B-O-U-R-A-I-S. Évidemment que pour un cuistre, ça fonctionne très bien. Il est empli de lui-même. Et voilà, le retour de la focalisation interne, elle se pencha sur la carte, donc là, hop, ça va l'introduire. Ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue sans lui rien apprendre. Et on peut noter ici la montée du clitique. Si en langue moderne, on aurait sans rien lui apprendre. Mais là, le pronom remonte. Ça, c'est un trait archaïque. Ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup chez La Fontaine. Et on a pas mal de petits archaïsmes dans un cœur simple qui vont pas mimer la langue de Félicité parce que ça serait largement exagéré et finalement, surtout chez un Flaubert, ça aurait quelque chose de moqueur, mais qui vont favoriser ce sentiment de proximité d'avec le personnage. Donc leva les bras, il éternua, rit énormément. Une candeur pareille excitait sa joie, et Félicité n'en comprenait pas le motif. Donc on va avoir quelque chose de l'ordre d'une focalisation externe qui peut être la perception même de Félicité. Une candeur pareille excitait sa joie, là on est en focalisation interne sur Bourré, et ensuite l'incompréhension de Félicité, et même les jeux de points-virgules, donc qui permettent de juxtaposer des propositions indépendantes, permettent de montrer que là, il n'y a pas de lien. Grammaticalement, la phrase sépare. Et ensuite, le drame. Ce fut 15 jours après, etc. Et où on ne sait plus où c'est. Parce que là, on a une datation qui n'est que relative, et avant, on n'a pas non plus de datation absolue. Donc, à un moment, ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas eu de nouvelles. À un moment, on apprend que le bateau est à La Havane. Et 15 jours après ce moment-là, la lettre. Et la lettre elle-même va amener... la réception de la lettre est elle-même un drame, parce que donc cette lettre ne peut pas être lue par Félicité, et elle est lue par Madame Aubin, celle qui, nous, on n'a pas oublié, avait justement fait preuve d'un certain dédain à l'encontre de la peine de Félicité du fait de ne pas avoir de nouvelles. Et donc là, concrètement, Félicité n'a jamais eu de nouvelles de son neveu, hors celle de sa mort. Ellipse du narrateur ? Peut-être. En tout cas, c'est efficace. En tout cas, ça augmente le pathos. Et là, on passe vraiment sur une scène littérale qui va montrer les différentes étapes. Le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, à répéter par intervalles. Pauvre petit gars, pauvre petit gars. Et en fait, ce qui lui répond, c'est un silence. Des soupirs, le tremblement de Madame Aubin. La proposition de Madame Aubin d'aller voir sa sœur à Trouville est plutôt bienvenue. Mais cette proposition n'est ici ramenée que dans un discours narrativisé, donc un résumé de discours, et n'a pour seule réponse qu'un geste. Parce que finalement, c'est déjà le mutisme qui commence, quand bien même réellement des paroles ont été échangées, c'est le mutisme qui commence, et qui se déclare avec « ça ne leur fait rien à eux », et donc après, la scène de lessive.
le linge jusqu'au soir. Annonce ensuite de la mort avec, comme ça, une grande prolepse qui va permettre voilà, de clore le chapitre du neveu sans avoir aucune autre information, si ce n'est la distance d'avec les parents du neveu, qui sont en fait ses proches à elle, mais qui ne sont traités que comme ses parents. Bien sûr, parents, ça peut être membre de la parenté, mais finalement, Félicité avait bien une famille, mais la façon dont la famille est désignée permet déjà d'isoler Félicité avant que cet isolement soit effectif. Elle aimait mieux ne pas les revoir, ils ne firent aucune avance par oubli ou endurcissement de misérable. Et on ne sait plus si c'est ici de misère sociale qu'il s'agit ou de misère morale, par exemple. Voilà, alors là, c'est vraiment... avec cette tristesse du neveu mort, d'avoir été mal soigné et maltraité. À plusieurs reprises, Félicité est comparée ou décrite comme une bête. Est-ce qu'il y a une dénonciation de l'auteur ? Je sais que mes étudiants aiment bien qu'il y ait l'éloge ou le blâme. C'est évidemment plus complexe. On va pas... Qu'est-ce que Flaubert irait condamner une bonne misérable qui a consacré toute sa vie à une maîtresse qui ne le méritait pas ? Ça n'est pas un appel à la révolte, en cœur simple. C'est une ouverture. Donc j'ai l'impression qu'elle est réussie, mais comment peut-on dire qu'elle est réussie, finalement ? Vers ce qui va conduire au mutisme de Félicité, et c'est plus simplement, si je puis dire, la vie de cette servante, et donc une vie... Je crois quand même qu'on peut dire que c'est une vie de bête de somme, hein, la vie d'une servante au XIXe siècle. En tout cas, c'est très clairement une vie de labeur. Et tout ça, c'est un conte. Et c'est dans les 3 contes. Un cœur simple. L'article indéfini permet quand même d'en faire un emblème. Mais un emblème qui semblerait aussi banal. Alors cette simplicité, elle est sociale, elle est morale, elle est psychologique. Et elle va permettre de désigner par métonymie la servante tout entière qui, malgré la vie qu'elle mène, a ce cœur. Très simple, mais qui est là. Et en même temps, c'est un conte. Et il y a quelque chose, mais comme pour Hérodias ou Saint-Julien, il y a quelque chose d'extrêmement étrange à avoir rassemblé ces 3 textes et à les désigner comme contes. Parce qu'on a l'air quand même très loin du conte folklorique, oral. Ça paraît assez étonnant. Et même comme ça, ces sections sont étonnantes. Et finalement, l'absence du narrateur, qui prend très peu la parole, par exemple, est elle aussi étonnante. Parce qu'un conte, c'est oral, finalement. Et un conte, il peut y avoir une morale, et il n'y en a pas. Et enfin, c'est plutôt des trucs de fable, ça, les morales, mais... Qu'est-ce qui se passe avec le fait d'avoir appelé ça un conte ? Finalement, ça permet de voir ce que Flaubert fait ici dans quelque chose qui semble très réaliste, très ancré dans une époque. En fait, tous les repères trop absolus sont effacés. Alors bien sûr, là, on a le 14 juillet 1819. Ça se passe quand même vachement tôt d'ailleurs. Hein. Mais il est super tard. Mais finalement, la plupart des dates est effacée. Il n'y a presque pas de date. Et ça fait partie des choses qui vont en faire un conte.
la façon dont le narrateur s'efface, et donc surtout efface l'ironie que l'on peut trouver ailleurs, etc. Ça aussi, ça fait du conte. On n'ira jamais se dire que le rouge et le noir, c'est un conte, par exemple. Et là, en fait, bon, ça va passer par le fait que ça se passe à la campagne, avec des tâches que l'on peut imaginer, etc. Alors que beaucoup de choses sont détaillées, hein. Mais c'est le côté emblématique, finalement. L'exemplum. Alors un exemplum qui n'est pas moral, il ne s'agit pas de faire lire un cœur simple aux jeunes filles qui vont devenir des bonnes. Mais plutôt exemplum dans le sens, regardez le visage de la misère et de la fidélité. Et regardez ce qui vit. Enfin, ce qui vit derrière ce visage. Et la façon dont bat, justement, ce cœur. Je vous dis à bientôt.